Eh ben, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, rebonjour Bonjour. Lilian, rebonjour Charlie. Salut Bruno, bonjour à tous. Alors, je vous invite euh, à prendre tranquillement place dans votre fauteuil ou dans votre siège. On est très content de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau format de webinaire avec Charlie et avec Lilian qu'on est très heureux d'accueillir aujourd'hui. On va discuter de comment mieux se vendre en tant que freelance, sujet qui, à mon sens, est un peu l'incontournable quand on veut être indépendant, c'est savoir se vendre. On est là ensemble pour 1 heure. On va essayer d'avoir un format le plus interactif possible et le plus concret possible. C'est un peu la ligne de conduite de ce qu'on fait depuis déjà quelques temps tous ensemble. Peut-être commencer par je vous le fait que je vous donne un peu le sommaire et les sujets principaux de ce dont on va parler. Donc aujourd'hui, on est ensemble pour comprendre, en fait, savoir comment mieux se vendre en tant que freelance. Et à ce titre-là, on a souhaité organiser un peu cette heure en 3 parties. La première partie sera plus pour une partie et pour laquelle vous allez avoir Charlie qui va vous expliquer et vous donner des éléments sur comment comprendre ses futurs clients. Donc ça sera la première partie. Et ensuite, on va laisser la main à Lilian, qui est un peu l'expert euh, sur tout ce qui est notion clé de vente, comment mieux se vendre auprès des différents interlocuteurs. Et c'est aussi l'approche qu'on voulait vous apporter, c'est de se dire, on va vous apporter une approche un peu euh, graduelle et macro, c'est-à-dire comment se vendre auprès des recruteurs, auprès des managers et auprès des responsables techniques et métiers, qui sont souvent des personnes que vous allez rencontrer quand vous allez être intégré à une équipe en tant qu'indépendant. Et à la fin, on vous laissera bien évidemment la possibilité, mais vous pouvez le faire aussi au fil de l'eau, de nous envoyer des questions et de poser vos questions quand vous le voulez. On y répondra en fonction du volume, soit au début, soit à la fin. Charlie, je te laisse, si tu veux, te présenter. Euh, Ouais, donc rebonjour à tous. Rapidement, moi je suis Charles Gaillard, je suis le fondateur de Bigger. Donc on organise aujourd'hui ce webinaire avec Lilian. Effectivement, Lilian, merci d'être parmi nous. Alors très rapidement, moi j'ai un parcours où j'ai fait à la fois du salariat, du freelancing et du soloprenariat avant de créer Bigger. Donc j'ai connu aussi ces difficultés peut-être parfois à trouver des clients, en tout cas la nécessité de savoir bien se vendre et bien mettre en avant ses expertises, ses compétences et puis sa posture. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant aujourd'hui qu'on puisse co-animer un petit peu ce webinaire. Comme je le disais, donc, dans ce parcours, j'ai fait du soloprenariat, donc j'ai réussi à développer seul, sans salarié à l'époque, un chiffre d'affaires qui est assez important de 4 millions d'euros. Donc j'ai eu à vendre beaucoup et donc je serais ravi aussi de partager peut-être quelques tips avec vous aujourd'hui. Et puis donc aujourd'hui, moi je représente effectivement Bigger. Bigger, c'est un service de mise en relation entre des talents salariés et indépendants. On fait aussi du recrutement CDI et des entreprises. Et nous, notre focus et notre différenciant par rapport aux plateformes qui existent, c'est que justement, on n'est pas une plateforme. On a un outil digital, bien sûr, mais notre objectif, c'est surtout pas d'être un catalogue de CV. On s'intéresse réellement aux projets professionnels des talents qu'on accompagne. Et notre objectif, c'est de leur trouver des missions qui leur correspondent vraiment, avec une culture d'entreprise qui est compatible avec leurs valeurs. Et donc, c'est ce qu'on s'emploie à faire aujourd'hui tous ensemble. Donc, on est une équipe d'une quinzaine de personnes et on est basé à Paris. Voilà pour la petite intro à la fois de moi-même et puis de Bigger. Top, et ben merci Charlie. Et bah, Lilian, on te laisse la parole pour te présenter, nous expliquer un Merci. peu qui tu es, si les gens, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Je suis ingénieur logiciel de formation. Aujourd'hui, j'ai plusieurs activités, j'ai plusieurs entreprises, dont une activité de développeur d'applications iOS en freelance. D'ailleurs, c'est le chiffre d'affaires que j'ai fait l'année dernière de 204 000 euros. C'est sur uniquement cette activité-là. Et parallèlement à cette activité, j'ai aussi un organisme de formation dans lequel j'accompagne des freelances à développer leur activité. Voilà, tout simplement. Et j'ai accompagné plus de 70 personnes et aujourd'hui, effectivement, on va parler vraiment sur cette compétence clé qui est la vente. Top, merci. Et du coup, tu accompagnes des profils plus IT ou alors tu peux accompagner tout type de profil? Alors, pendant longtemps, j'ai accompagné tout type de profil et là, je suis vraiment en train de me spécialiser sur des profils très, très tech, effectivement. Donc, plutôt des développeurs, DevOps, etc. Ok. Euh,
Top, merci. Bah, de toute façon, on va avoir l'occasion de discuter avec toi. On va laisser d'abord la parole à Charlie pour passer sur la première partie sur comment comprendre. Et l'idée, c'est de vous expliquer et vous donner des tips sur comprendre ses futurs clients. On va aussi, grâce à Paola et à Karine qui nous aident à l'organisation du webinaire, vous proposer un premier sondage. Donc, vous allez avoir la possibilité d'y répondre directement depuis votre écran. Et l'idée, c'est d'avoir un peu votre retour, notamment par rapport aux soft skills qui peuvent être ou pas, en fonction de ce que vous pensez, des compétences importantes à maîtriser. Je vous laisse y répondre et je vais y répondre également. Donc, pensez-vous que les soft skills sont importants? Oui, ils sont tout à fait aussi importants que les hard skills. Première possibilité. Deuxième, ils ne sont pas indispensables, mais de plus en plus importants. Ou encore, je doute de leur importance dans le monde professionnel. On vous laisse nous faire nos retours et Charlie va commenter les résultats dans la foulée Donc là, on voit avec déjà vous. qu'il y a une tendance forte qui se dégage, effectivement. Donc on a une majorité de personnes, 90%, qui nous disent qu'ils sont tout aussi importants que les hard skills. On va en parler juste après, mais effectivement, je dirais même que parfois, en fonction des situations, ils peuvent être même plus importants que les hard skills parce qu'on peut se former sur de nouvelles compétences, de nouvelles technologies, de nouvelles expertises. Par contre, travailler sa posture, c'est plus difficile. C'est un travail qui demande beaucoup plus de temps. Et voilà. Et donc, effectivement, nous, aujourd'hui, on le voit, on a quand même des centaines d'entretiens voilà, chaque mois avec des clients, des freelances. On se rend vraiment compte que c'est vraiment important d'avoir une bonne posture parce que vous allez avoir davantage de chances de décrocher une mission avec une bonne posture et la capacité d'apprendre l'adaptabilité que si vous êtes très expert dans votre domaine, mais vous avez des difficultés à communiquer potentiellement avec le reste de l'équipe. Donc, c'est vraiment un sujet important. Et donc, vous devez aussi vous intéresser effectivement à adopter cette bonne posture et comprendre celle qui est attendue. Alors, justement, pour faire la transition, l'idée, c'est que pour pouvoir bien vendre, il faut déjà bien comprendre quelles sont les attentes des entreprises auxquelles vous allez vous adresser. Il y a 4 points clés qui reviennent de façon récurrente aujourd'hui dans les entreprises avec lesquelles on échange. La première, c'est évidemment une forte expertise, alors technique ou en tout cas une forte expertise du métier que vous exercez, parce que c'est souvent ce que le client va chercher en premier. Hein. Il y a 2 types de missions. Soit c'est des missions, on va dire, en termes de charge de travail, donc plutôt de renfort en termes de charge, parce qu'ils ont la compétence en interne, mais il y a un nouveau projet, ils n'ont pas la capacité de le faire, ou alors parce qu'ils n'ont pas d'expertise. Mais en tout cas, cette expertise, dans les deux cas, elle est essentielle, et c'est ce que vous allez évidemment inévitablement mettre en avant de façon assez automatique. Mais ce n'est pas la seule chose qu'attendent les entreprises de votre part. Elles attendent que vous soyez en mesure de monter en compétences rapidement. Monter en compétences, ce n'est pas forcément là pour le coup sur des nouvelles technologies ou des nouveaux sujets, c'est aussi comprendre en fait le contexte de l'entreprise. Et donc, ça nous amène justement d'ailleurs au troisième point clé, réussir à bien s'intégrer. Donc, comprendre le contexte, les enjeux, le mode d'organisation de l'entreprise. Donc, en fait, c'est toute cette capacité d'adaptation qui est vraiment importante, qui est vraiment recherchée par les entreprises parce que, évidemment, pour une entreprise, vous avez un coût. Vous travaillez en freelance, donc vous avez vocation à intervenir de façon bornée dans le temps, borné pouvant être quand même parfois assez long. Mais du coup, effectivement, il y a une attente assez forte sur le fait que vous puissiez être rapidement opérationnel. Et donc, ces deux sujets-là, ils sont très importants. Et puis, évidemment, le respect, alors on a mis absolu des obligations contractuelles. C'est vrai que c'est un prérequis, hein, mais ça reste évidemment important. Au-delà d'avoir la bonne posture, d'apporter la bonne valeur à son client, de produire des bons livrables, il faut aussi évidemment être dans les bonnes dispositions. Et c'est là aussi, je me permets de le dire, où parfois de travailler avec des organismes tels que Bigger, ça peut être pratique parce que nous, on prend aussi une part de risque. Parce qu'évidemment, en tant que freelance, sinon le rapport de force entre des entreprises très grosses et des freelances, il est parfois très déséquilibré. Et donc, on s'affaire à le rééquilibrer un peu de notre côté. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment les attentes importantes des entreprises aujourd'hui. En termes de qualité, donc c'est assez relié à ce qu'on vient de se dire, il y a quand même des qualités qui ressortent, qui sont toujours très fortement valorisées par les entreprises. Donc ça, c'est important de les connaître aussi, parce que si vous avez ces qualités, mettez-les en avant, et si vous ne les avez pas, essayez de les travailler. Donc le premier, on en a déjà parlé, la première qualité, c'est l'adaptabilité. Ce que vous vendez quand même à vos clients, c'est la capacité à changer d'environnement fréquemment, à avoir vu de nombreux environnements différents potentiellement. Et donc, il faut vraiment pouvoir mettre en valeur cet œil nouveau que vous allez leur apporter. L'accessibilité, c'est-à-dire la capacité justement à travailler avec d'autres personnes au sein de l'entreprise. Ça peut être des sponsors, ça peut être des collègues, entre guillemets, en tout cas des collaborateurs de l'entreprise, ça peut être des managers, et chaque client va revenir sur ce point-là. Une intelligence situationnelle, c'est-à-dire, OK, je me pose la question dans cette situation, dans ce contexte-là, quelle est justement la bonne posture que je dois adopter ou comment je dois appréhender les choses pour apporter un maximum de valeur.
je parle beaucoup de posture, mais c'est important parce qu'en fait, quand on est freelance, on est aussi là pour apporter de la valeur. Et la valeur qu'on apporte est aussi là parce que justement, on n'est pas en mode salarié, voilà, 8h, 17h, assis tous les jours à son bureau, mais parce qu'on va avoir cette capacité à amener d'autres choses avec son vécu et ses situations différentes. Donc, réussir à remettre un petit peu en perspective une situation où tout le monde est le nez dans le guidon dans une entreprise grâce à son vécu, à son expérience, c'est vraiment une des forces du freelancing et c'est vraiment quelque chose que vous devez essayer de vous employer à faire parce que ça apporte énormément de valeur. Il faut pouvoir fédérer. Alors, ça dépend évidemment des missions, mais en tout cas, dans la mesure où on travaille rarement seul et qu'on doit intégrer une équipe, voire parfois, pourquoi pas, piloter une équipe, il faut fédérer, il faut réussir à embarquer des gens avec soi et faire en sorte que tout le monde tire dans le même sens. Et puis le respect, alors j'ai quand même mis mutuel parce qu'effectivement, le respect, ça ne se décrète pas, hein, c'est comme la confiance, ça se construit. Mais effectivement, ça marche dans les deux sens. Et donc, pour être, voilà, justement gommer peut-être des fois ce rapport de force qui n'est pas toujours très équilibré, il faut avoir la bonne posture, il faut être respectueux. Et c'est ça qui vous permettra aussi, avec votre interlocuteur, d'avoir le même respect et la confiance de son côté. Donc ça, c'est vraiment des sujets qui sont importants et qu'il faut aborder dès les entretiens, pas uniquement lors de la mission. Donc, c'est vraiment des capacités qu'il faut réussir à démontrer lors de l'exercice de l'entretien. Donc ça, c'est voilà, les principales qualités et éléments recherchés par les entreprises. C'était une petite intro parce qu'effectivement, pour pouvoir bien vendre, il faut d'abord bien connaître ses Exactement. clients et les entreprises et leurs attentes. Mais je pense que du coup, Lilian va pouvoir largement prolonger ça avec, pour le coup, des notions de vente beaucoup plus précises encore et quelques tips qu'il a préparés pour vous. On est parti. Alors, on va voir les notions clés de la vente et des questions à se poser. Qu'est-ce qui explique, par exemple, et ça c'est une question générale, qu'un freelance soit pris plutôt qu'un autre, à compétences souvent égales, à année d'expérience égale, ou même probablement, parfois aussi, je l'ai vu à maintes reprises, soit bien mieux payé qu'un autre. Et je vais vous raconter une petite anecdote sans vous donner le nom de l'entreprise, mais il m'est arrivé de voir dans un grand groupe un freelance assez expérimenté passer des entretiens et le tech lead de l'équipe être prêt à négocier son TJM auprès des services achats. Donc déjà, pour recontextualiser, souvent dans les grands groupes, vous avez des services d'achat qui prénégocient avec des tarifs, des budgets, des fourchettes de taux journaliers qui sont prédéterminés. Et quand voilà, donc il faut rentrer dans ces fourchettes. Eh bien, dans ce cas précis que j'ai vécu il y a quelques temps, le tech lead est allé négocier pour avoir cette personne-là au sein de l'équipe des tarifs qui n'étaient pas dans les fourchettes d'achat prédéfinies, donc qui étaient au-dessus. Et il a même été jusqu'à renvoyer un membre de l'équipe pour pouvoir l'intégrer et respecter l'enveloppe budgétaire globale. Donc, c'est vous dire que parfois, cette perception de valeur délivrée va amener vos clients à prendre des choix qui paraissent incroyables finalement par rapport à d'autres. D'où l'importance de les maîtriser. Alors, justement, ce que je viens d'introduire via cette histoire, c'est la notion de niveau d'intérêt. Un client, il n'a pas envie ou pas envie de travailler avec vous, il a plus ou moins envie de travailler avec vous. C'est un curseur, c'est un continuum, ce n'est pas un interrupteur on-off. Et à ce titre-là, nous, notre rôle de consultant, de freelance, ça va être de faire monter ce niveau d'intérêt au maximum pour obtenir derrière les meilleures conditions, voire même obtenir des concessions de la part de l'entreprise parce qu'elle a tellement envie de travailler avec nous qu'elle est prête à faire des concessions, justement. Alors, moi, je vois ce niveau d'intérêt-là comme, je le décris sous 4 curseurs encore. C'est comment puis-je inspirer plus confiance, et plus j'inspire confiance, plus le niveau d'intérêt de la personne il augmente. Comment est-ce que je peux être un meilleur partenaire? Alors là, par exemple, un meilleur partenaire, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui va servir les intérêts personnels de la personne qu'il a en face de lui. Je vais vous prendre un exemple très concret pour illustrer ce curseur-là. C'est vous êtes face à un recruteur. Ce recruteur-là, vous discutez avec lui pour un poste précis. Ce recruteur, il ne recherche pas seulement un consultant pour ce poste. Il a probablement d'autres offres de poste pour lesquelles il est en train de faire d'autres recherches. Eh bien,
pour faire monter le curseur du partenariat, pour être un meilleur partenaire, l'une des choses que vous pourriez lui proposer, c'est de lui dire, écoutez, j'ai un réseau autour de moi de consultants, d'autres freelances, dans mon métier ou dans d'autres. Est-ce que vous cherchez aujourd'hui d'autres profils? Parce que peut-être que je peux vous mettre en relation avec une autre personne qui est disponible justement et qui pourrait convenir à l'un des postes que vous recherchez actuellement. Donc ça, voilà, petit premier tips que assez peu de freelances malheureusement font. Et le simple fait de poser cette question-là, ben la personne elle va dire « Ah ouais, déjà, potentiellement, il va me mettre en relation, donc il va m'aider à trouver un consultant, donc il va me servir mes intérêts à moi de recruteur qui sont d'essayer de remplir tous ces postes. » Et si, dès le début, dès l'entretien, dès un premier entretien, il me propose ce genre de choses, eh ben, la probabilité pour que cette personne-là soit un bon partenaire sur le long terme est relativement haute. Donc ça, c'est pour le second curseur. Le troisième, comment puis-je paraître plus compétent? Là, on va le voir aussi en fonction de l'interlocuteur. On ne va pas se vendre pareil, on ne va pas mettre en avant ses compétences de la même manière auprès d'un recruteur qui n'a pas forcément, et en règle générale, il y a des exceptions bien entendu, les compétences techniques pour nous juger et savoir si on est bon dans notre métier ou pas, qu'auprès d'un responsable technique ou métier qui, lui, par le passé, a occupé les fonctions qu'on occupe aujourd'hui, et donc il va pouvoir nous poser des questions très pointues sur comment est-ce qu'on va réaliser telle tâche, comment est-ce qu'on va faire ci, comment est-ce qu'on va faire ça. On ne va pas se vendre et mettre en avant ses compétences de la même manière en fonction de l'interlocuteur. Et le quatrième point, ça paraît assez évident, mais comment est-ce que je peux apparaître plus sympathique de par mon savoir-être, mon savoir-vivre, des choses assez basiques comme le fait d'être à l'heure, le fait de sourire, le fait d'être avenant. Ça paraît très anecdotique, mais pour avoir discuté avec plusieurs recruteurs, ça peut vraiment faire la différence parce que très souvent, on est ronchon, très souvent, on est de mauvaise humeur, ou très souvent, on a déjà eu plusieurs entretiens, ça s'est mal passé, et du coup, on déporte cette mauvaise humeur, on déporte peut-être même parfois le fait qu'on n'a pas été content d'un échange qu'on a eu avec un recruteur, du coup, on les met tous dans le même panier, et on va être désagréable avec tous, et du coup, ça joue contre nous. Donc, je vous invite à noter ces 4 questions. Et je suis convaincu que si vous voulez poser régulièrement ces questions-là, vous-même, vous allez découvrir des méthodes, des stratégies, des techniques pour pouvoir faire monter le niveau d'intérêt de vos clients. Alors, on va revenir un petit peu, on va voir cette présentation sous la forme d'une frise chronologique. Et avant de passer le mois d'entretien, eh bien, on va recevoir une proposition de mission où nous, on va aller la chercher. Et ensuite, on va nous proposer un entretien. Avant cet entretien, moi, ce que je vous invite, c'est de passer ce que j'appelle en mode espion. Renseignez-vous, faites comme je crois que c'est au FBI où ils ont des profilers qui étudient un petit peu les criminels et qui vont essayer de trouver ses caractéristiques, etc., son histoire, pour justement adapter leur discours. Je vous invite à faire pareil. Et avant vos entretiens, regardez la page LinkedIn, non seulement de la personne, de l'interlocuteur avec laquelle vous allez discuter, et si vous ne savez pas avec quel interlocuteur vous allez discuter, posez la question, renseignez-vous. Allez les stalker, je suis désolé de le dire, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, etc. Parce que je vais vous raconter, ne serait-ce qu'un petit détail, mais imaginez, vous êtes fan de tennis et vous découvrez que la personne en face de vous est elle aussi fan de tennis. Eh bien, vous pouvez subtilement introduire dans la conversation que le dimanche dernier, si par exemple, vous pouvez complimenter la personne sur le bronzage, vous dites « Ah ben moi, ça fait longtemps que je ne suis pas allé au tennis, du coup, je n'ai pas bronzé ». Ça peut paraître très anecdotique, mais le fait de créer un lien comme ça, on appelle ça « build report » en anglais, créer du rapport, eh bien, ça va nous faire gagner des points. Donc, n'hésitez pas, et au pire des cas, je dirais, imaginons que vous avez une personne qui a des opinions politiques très différentes des vôtres, eh bien, peut-être, si vous êtes amené à faire des blagues politiques habituellement, parce que évidemment, ça paraît un exemple assez hors de propos, mais évitez de le faire dans ce moment-là. N'oubliez pas aussi, ça peut être aussi pertinent, de regarder les profils des consultants qui ont déjà travaillé au sein de cette entreprise. Donc ça, vous pouvez le faire via la page LinkedIn entreprise, vous pouvez voir les salariés, les freelances, etc. Parce que vous pouvez récupérer quelques infos qui peuvent être pertinentes sur, quelque part, le profil type que cette entreprise-là a tendance à recruter. Ça peut vous donner des billes à vous pour savoir quelle est la posture à mettre en avant et à adopter face aux recruteurs ou face aux autres interlocuteurs avec lesquels vous avez échangé. Vous avez aussi, j'imagine, lorsque vous vous apprêtez à faire un entretien, en règle générale, un petit brief. Alors, en fonction de l'entreprise, de la mission, etc. Parfois, ce brief, il est inexistant ou il est très faible ou même parfois, il est erroné.
Je pense que je vois Charlie hocher la tête. J'imagine que ça doit être une difficulté d'aller chercher toutes les informations euh, qui est non négligeable. Mais un bon recruteur doit vous aider là-dedans, justement. C'est aussi son rôle, hein. Le recruteur, il n'est pas là juste pour vous interroger. Et donc, il charge à lui aussi d'aller chercher des bonnes informations si elles sont manquantes et de les vérifier, de les compléter. Bon, c'est pas toujours fait, mais effectivement, ça devrait. Quand on a ce brief-là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à sélectionner parmi vos expériences passées les expériences qui présentent le plus de liens entre ce que vous avez fait et ce que recherche le client. Parce que l'une des erreurs qui est faite en fait par les freelances et de manière générale, même par les gens qui recherchent des CDI, c'est quoi? C'est de présenter des choses qui n'intéressent pas votre client. Votre client, votre recruteur, peu importe l'interlocuteur que vous avez en face de vous, il va rechercher à faire ces liens-là dans sa tête en se disant, OK, est-ce que cette personne-là, elle est pertinente pour ce poste? Et comment est-ce que je réponds à cette question? C'est est-ce qu'elle a déjà fait des tâches ou est-ce qu'elle a déjà occupé des fonctions et des responsabilités similaires? Donc, en faisant ce travail-là en amont de l'entretien, c'est-à-dire en regardant la fiche de poste, en disant, OK, moi, ce qui me paraît le plus pertinent, c'est de présenter telle et telle expérience, et même au sein de mes expériences, peut-être que je vais ignorer 95% des tâches que j'ai faites, parce qu'en fait, il n'y a que 5% qui semblent ultra pertinents et que je vais mettre en avant lors de l'entretien. Donc, commencez à faire ce petit travail de liaison en amont de l'entretien si vous avez un brief relativement complet. Et ensuite, évidemment, préparez des questions et je vais vous en donner des listes de questions à poser en fonction de l'interlocuteur que vous avez. Alors, justement, on va voir déjà quelques petits éléments pour se vendre auprès des recruteurs. Comme je vous le disais un peu plus tôt, les recruteurs, eux, ils vont recueillir un besoin, en règle générale, des managers, de l'entreprise ou même de leurs clients, avec les compétences requises, les années d'expérience, etc., etc. Et leur rôle, lorsqu'ils vont recevoir des propositions, recevoir les candidats, c'est de faire un pré-filtrage en disant, OK, le client, il veut une personne qui est basée à Paris, qui a un taux journalier maximum de X, qui a X années d'expérience dans telle et telle technologie. Donc, il a ses cases, lui, sur sa fiche. Et lorsqu'il va échanger avec vous, il va s'assurer que vous rentrez bien dans les cases qu'il a au préalable. À ce titre-là, non, j'avance un petit peu, pardon. Et ils n'ont pas forcément, les recruteurs, une expertise technique. Donc, si vous commencez à leur parler de jargon et à utiliser du jargon technique ou de votre métier, en fait, propre, vous risquez de les perdre et vous risquez de passer à côté, en fait. Donc, soyez très prudents dans le langage et les termes que vous allez employer lorsque vous êtes face à un recruteur. Deux questions que je vous invite à poser en amont d'un entretien avec un recruteur. La première, c'est qu'est-ce qui pousse votre entreprise à recruter pour ce poste aujourd'hui? Donc, essayez de savoir un petit peu le contexte dans lequel va s'inscrire la mission. Et est-ce qu'il y a des éléments importants à connaître pour ce poste? Souvent, il peut y avoir des erreurs dans les briefs. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, on va préparer les expériences, etc. Mais si vous découvrez, par exemple, que finalement, il y a une petite erreur et du coup, vous allez présenter une expérience et vous allez passer à côté du truc parce que ce n'est pas la bonne expérience que vous allez présenter parce qu'en fait, elle n'est pas si pertinente que ça, le fait de poser ces deux questions, ça va vous permettre de vous assurer que vous êtes OK, vous êtes dans les clous. Alors justement, j'en parlais tout à l'heure, c'est la technique des liens. Et moi, vous savez, cette technique des liens, je me souviens quand j'étais, je crois, au CP ou au CE1, on faisait ces exercices où on devait relier un mot avec sa définition ou des synonymes, vous savez. Et on avait, et je crois qu'on les retrouve aussi, ces jeux, vous savez, au dos des boîtes de miel pops, vous savez, de tous ces Kellogg's, etc. Vous voyez ce jeu des liens? Eh bien, c'est exactement ce qu'il va falloir faire lors de l'entretien. Donc, c'est de mettre en avant les expériences passées avec le besoin aujourd'hui. En disant, par exemple, écoutez, aujourd'hui, sur votre poste, de ce que je vois, vous recherchez une personne qui a travaillé dans tel secteur. Je peux vous présenter, si vous le souhaitez, mon expérience chez, je vais dire n'importe quoi, chez LVMH, parce que vous cherchez une personne qui a une expérience dans le secteur du luxe. Et chez LVMH, par exemple, voici les responsabilités que j'avais, voici ce que j'ai pu faire chez eux, voici les résultats que j'ai obtenus. Et d'ailleurs, la mission à la base de chez LVMH, le premier contrat, en fait, c'était un contrat de 3 mois. Et la mission que j'ai, ma mission a duré près de 2 ans parce que j'ai été renouvelé à plusieurs reprises. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Si on repense au cas de curseur de tout à l'heure,
J'ai mis en avant ma compétence via la technique des liens par rapport au secteur d'activité recherché par le recruteur, premièrement. Et deuxièmement, j'ai augmenté le curseur de la confiance. Comment? En disant, ma mission à la base, elle devait durer 3 mois, mais j'ai été renouvelé à plusieurs reprises pendant une durée de 2 ans. Ce qui prouve que, quelque part, je suis quelqu'un de sérieux, puisqu'ils ne m'ont pas sorti, en fait, au bout de 3 mois, ou ils n'ont pas déclenché une période de préavis pour me sortir de la mission parce que je n'étais pas à la hauteur. Et deux, la mission s'est inscrite dans la durée, donc ça veut dire que j'ai eu le temps de monter en compétence, j'ai eu le temps de faire mes preuves et que j'ai délivré une certaine valeur qui valait le prix que le client a payé, sinon il ne m'aurait pas gardé. Donc vous voyez, on fait monter les curseurs. Un axe que vous pouvez jouer, sur lequel vous pouvez, et je vous invite vraiment à jouer dessus, c'est la preuve sociale. Là aussi, ça va permettre de faire monter le curseur de la confiance et de la compétence. C'est est-ce que vous avez travaillé avec des entreprises connues et reconnues? Parce que certaines entreprises ont un certain aura et, par exemple, vous le voyez, je ne sais pas si vous avez déjà vu les ex-Google, ex-Facebook dans les titres de certains profils sur LinkedIn ou même sur les réseaux sociaux. Que font les gens en faisant ça? Ils disent, regardez, j'ai travaillé pour une entreprise exceptionnelle de par son innovation ou de par sa taille, de par sa réputation. Ça veut dire que je suis un petit peu exceptionnel moi aussi. Et ça, c'est un raccourci qu'a tendance à faire notre cerveau, c'est un biais de notre cerveau. Et je vous invite aussi à l'utiliser à votre avantage. Si vous avez travaillé pour une entreprise connue, n'hésitez pas à le préciser, que ce soit une entreprise connue ou une grosse entreprise. Enfin, n'hésitez pas à appuyer sur le curseur de la preuve sociale. Ça peut être donner des chiffres exceptionnels puisque vous avez eu des résultats exceptionnels, mais aussi le nombre d'employés, etc., etc. Les références. Je crois qu'il y a une statistique là-dessus sur laquelle je suis tombé. Alors, je vais probablement me tromper. Il faudrait fact-checker tout ça, comme on dit. Le pourcentage de gens qui ont menti sur leur CV, je crois, est astronomique. Je crois que tout le monde a tendance à grossir son CV. Et à ce titre-là, imaginez la difficulté pour un recruteur de se dire, OK, probablement que la personne en face de moi, statistiquement en tout cas, elle a dû grossir les traits sur son CV. Est-ce que c'est un mytho ou est-ce que c'est quelqu'un d'honnête qui n'a pas grossi justement les traits sur son CV? Et ça, c'est je veux dire, moi, si demain j'étais vraiment recruteur et que je faisais ce travail à temps plein, mais je pense que je finirais complètement paranoïaque parce que je me dirais, mais tout le monde me ment en fait. Et à ce titre-là, les gens qui vont me proposer des mises en relation d'eux-mêmes, c'est-à-dire que ce n'est pas de moi-même qui vais proposer, c'est eux-mêmes qui vont dire, voilà, je vous présente l'expérience. Donc, vous voyez, j'ai fait telle et telle chose pour tel client. La mission a duré 2 ans. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, je peux vous mettre en relation avec mon ancien manager, avec lequel j'ai collaboré pendant près de 2 ans, afin qu'il vous dise, par exemple, ce qu'il a pensé de moi. Et vous pourrez évidemment lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Et d'ailleurs, il m'a mis une recommandation sur mon profil LinkedIn que vous pourrez aller lire en amont si vous souhaitez. Mais si vous souhaitez lui parler aussi, je peux vous partager ses coordonnées, email et numéro de téléphone. Qu'en pensez-vous? Et là, vous allez voir les yeux de votre interlocuteur briller. Il va sourire et vous verrez, il vous répondra rarement non, même s'il n'utilise pas et qu'il ne contacte pas la personne. Le simple fait que vous proposiez quelque part, vous faites quelque part amende honorable. Regardez, ne me croyez pas sur parole. Faites vos recherches par vous-même et je vous facilite cette recherche. Vous allez gagner énormément de points, encore une fois, sur le curseur de la confiance. Et surtout, si je peux compléter sur ce sujet des références, ça vous donne aussi le choix des personnes que vous proposez de contacter. Puisque quand un recruteur va vous demander des références, il peut se donner la liberté d'essayer de choisir les références que vous allez lui fournir. Vous pouvez là aussi accepter ou pas. Mais en tout cas, quand vous proposez proactivement, la question ne va même pas se poser. C'est je vous propose de contacter telle personne. Du coup, le recruteur va dire bah oui, voilà, on va à l'essentiel. Donc, c'est le cerveau humain, il est fait comme ça. Et donc, il va effectivement accepter probablement votre proposition. Donc, ça vous donne le choix de qui peut être la meilleure référence pour vous. Peut-être juste 2-3 choses peut-être pour compléter, comme nous on fait aussi un peu du recrutement. Effectivement, il y a 75% de CV qui sont, alors pas forcément complètement faux, mais en tout cas, on va dire un petit peu améliorés par rapport à l'expérience réelle. C'est une statistique qui ressort de façon assez régulière. Donc, via différents organismes, c'est toujours un peu le chiffre qui ressort. Donc, ça fait quand même les 3/4. Donc, effectivement, il y a un travail de validation qui est important pour les recruteurs. Je voulais aussi mentionner, tu disais tout à l'heure, et ça c'est très juste, le fait d'adapter les expériences professionnelles que vous proposez par rapport à la mission que vous allez opérer. Ça vous permet évidemment de vous légitimer sur le fond, mais ça permet aussi de valider pour le recruteur ou la personne que vous avez en face de vous votre capacité de synthèse, votre compréhension du brief, le fait que vous soyez concis, ça évite de vous perdre dans des détails. Donc en fait, ça a vraiment beaucoup de vertus.
Et puis peut-être pour finir, un autre tips que moi j'ajouterais, c'est aussi choisissez les recruteurs avec lesquels vous travaillez. Alors, il faut commencer à travailler avec pour les connaître. Mais effectivement, je le disais sous forme d'une boutade tout à l'heure, un bon recruteur, il doit vous apporter toutes les réponses ou presque à vos questions. En tout cas, se renseigner s'il y a des questions auxquelles il n'a pas les réponses. Il doit connaître le contexte de l'entreprise voilà, qui recrute. Il doit être en capacité déjà de vous parler de la personne que vous allez rencontrer, de vous préparer à l'entretien. Enfin, ça doit être un partenaire dans cette voilà, démarche que vous entreprenez. Et donc, ce doit être avec vous et pas contre vous. Si c'est contre vous, ce n'est pas un bon recruteur. Donc, c'est important que ça, vous puissiez aussi le sentir pour vous dire, OK, moi, j'avance en confiance. Et le recruteur qui m'accompagne dans ce processus, c'est quelqu'un qui va m'aider, qui va me permettre de mieux comprendre le contexte et sur qui je peux aussi m'appuyer si j'ai des questions qui me reviennent, pourquoi pas, même après l'entretien. Voilà, c'est des petits compléments sur la partie Super. recrutement. Merci beaucoup. Pour terminer, je vous ai déjà donné le tips tout à l'heure, mais n'hésitez pas à demander si le recruteur cherche d'autres profils et proposer des mises en relation si effectivement vous avez des gens pertinents à lui proposer. Et d'ailleurs, même si vous n'avez pas de... Enfin, même si vous proposez et vous vous rendez compte que vous n'avez personne dans votre réseau qui puisse aider la personne, dites-lui quand même. Envoyez-lui un petit mail en lui disant « Écoute, j'ai regardé dans mon réseau, j'ai échangé avec plusieurs personnes. Malheureusement, il n'y a personne qui est disponible actuellement. J'en suis désolé. » Faites quand même ce travail parce que... Et pourquoi? Parce que, vous allez... En fait, ça peut jouer contre vous si vous n'envoyez pas ce mail par la suite. Parce que la personne elle va se dire « Ok, elle m'a promis quelque chose, mais elle n'a pas tenu parole. » Alors que si, c'est juste qu'elle n'est pas au courant. Et deuxièmement, lorsque vous allez faire cet effort-là, même si ça ne mène à aucun profil, parce que voilà, vous allez gagner des points parce que vous allez montrer et démontrer que vous êtes quelqu'un de fiable. Quand je dis quelque chose, je m'y tiens. Et même si je n'ai pas de résultat, je te tiens au courant. Et ça, c'est une qualité qui est de plus en plus recherchée, en tout cas de ce que j'ai pu constater. Ensuite, à l'issue de votre échange avec le recruteur, je vous invite à envoyer un petit email récapitulatif de l'échange avec les points clés. Pourquoi? Parce que les recruteurs, lorsque vous êtes avec eux au téléphone, eux, en règle générale, prennent des notes sur ce que vous leur dites et parfois peuvent oublier certains éléments qui sont importants pour la mission. En plus de ça, à la fin de votre échange, vous allez dire « Écoutez, c'est un plaisir d'échanger avec vous, votre mission m'intéresse pour XY, pour telle et telle raison, évidemment si ça vous intéresse vraiment. Je vais vous envoyer, si ça vous convient, un petit email récapitulatif avec mes références et les différents éléments, les points saillants que j'ai pu vous mettre en avant par rapport à mes expériences. » On vous refusera rarement ce brief. Et ce brief-là, vous allez l'envoyer. Donc, encore une fois, vous augmentez votre perception. Vous dites, OK, cette personne, elle est fiable. On vient de raccrocher 20 minutes, 30 minutes plus tard. Elle m'envoie l'email récapitulatif. Et en plus de ça, le recruteur, lorsqu'il va formaliser ses notes, vous lui facilitez son travail quelque part de formalisation pour présenter votre profil auprès du client. Sauf que si vous êtes sur les 10 profils qu'il va contacter dans la journée, le seul à avoir pré-mâché quelque part son travail, à votre avis, mécaniquement, lequel sera présenté en premier au client? Il y a plus de chances que ce soit vous. Parce que quelque part, il aura moins de travail à faire pour vous. Il va dire, OK, celui-là, il est simple, tac, 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 je vais le faire rapidement avant ma pause déj, et c'est parti. Et peut-être que ça va être le premier profil qui va être... Enfin, du coup, vous passez un petit peu... Moi, j'aime bien cette image, vous passez en haut de la pile quelque part. Et en plus, vous maîtrisez l'information qui est délivrée au client final. Si le recruteur, vous avez senti qu'effectivement, il n'était pas forcément très, très compétent, ça vous permet aussi de maîtriser la chaîne de bout en bout, puisqu'effectivement, comme tu le dis, Lilian, il va chercher probablement la facilité et probablement se baser sur ce brief. Donc, c'est intéressant de ce point de vue-là. Ouais. Alors, je vous ai mis un petit exemple de brief que j'ai pu envoyer par le passé. Je ne vais pas le lire. Je crois que vous aurez accès par la suite aux slides. Donc, vous pourrez vous en inspirer si vous le souhaitez. Oui, les slides vous seront envoyés. Donc, ouais, c'est ça. Vous pourrez le copier-coller et le modifier. Voilà. Donc, je vais passer dessus. On va parler maintenant des managers. Alors, les managers, pour comprendre un petit peu leur posture à eux, ils ont à cœur à se soucier de... en fait, ils se posent une question, c'est est-ce que cette personne-là, au-delà évidemment de ses compétences qui sont fondamentales, primordiales, est-ce qu'elle va bien s'intégrer au niveau de l'équipe? Et un manager, lui, sa hantise, c'est quoi? C'est en règle, manager, ça veut dire quoi? Ça veut dire gérer et il gère le risque. Donc, le manager, en règle générale, il va toujours penser au pire scénario.
Et se dire, OK, si cette personne-là ne convient pas, ou en tout cas, il va se dire, OK, comment est-ce que je peux m'assurer que le profil que je vais recruter, je diminue au maximum les chances que le matching se fasse mal entre lui et l'équipe. Au-delà de la compétence qui est évidemment fondamentale. Donc, il faut comprendre un petit peu que c'est un gestionnaire du risque et que sa performance aussi personnelle, c'est-à-dire là, comment va être jugé un manager? Il va être jugé sur la performance de l'équipe qu'il manage. Donc, c'est la somme des performances de l'ensemble des membres de l'équipe. Donc, s'il recrute une mauvaise personne, quelque part, il se dit, ça met ma tête, mon poste, j'exagère, je caricature évidemment, en jeu. Puisque si je gère mal les recrutements de mon équipe, très vite, mon équipe peut péricliter, peut être moins performante, et à ce titre-là, qui c'est qu'on va blâmer au-dessus? C'est moi. Donc, adieu l'augmentation, et probablement que je risque ma place. Donc voilà, donc c'est des choses auxquelles eux sont très sensibles. Et il faut en avoir conscience pour pouvoir ensuite y répondre et apporter des solutions qui sont les plus pertinentes possibles. Je vous invite à poser cette question. Lorsque vous êtes face à un manager, c'est comment souhaitez-vous procéder pour l'entretien d'aujourd'hui? J'aimerais vous poser effectivement quelques questions afin de vous présenter mes expériences passées les plus pertinentes. Donc, encore une fois, technique des liens. Est-ce que ça vous convient si on procède ainsi? Pourquoi poser cette question? Parce que ce que j'ai pu constater, c'est que quand vous allez vous vendre, vous allez remarquer, en fait, plus vous vous vendez pour des grosses sociétés, et par grosse société, j'entends la taille, donc le nombre d'employés, etc., plus ces sociétés-là ont, en règle générale, je dis bien en règle générale, des process très déterminés. Donc, si je compare, par exemple, un entretien avec un manager d'une très petite startup, il n'aura peut-être pas forcément une structure d'entretien précise, contrairement à, en général, encore une fois, un manager d'une très grosse société où ils ont déjà éprouvé plein de process et ils ont déjà un process clair auquel ils doivent se tenir. Donc, si vous arrivez et que vous commencez, dès votre entretien, à lui poser des questions, alors que lui, il n'a pas du tout l'habitude qu'on lui pose des questions et qu'on prenne la main sur l'entretien, ainsi, eh bien, le fait d'être, entre guillemets, un bon vendeur, puisque vous allez mener l'entretien, vous allez poser des questions pour ensuite adapter votre discours, ça va être très mal perçu. Et vous allez perdre énormément de points parce que la personne, elle va se dire, attends, je ne comprends pas là ce qui est en train de se passer, il veut prendre la main, alors que il ne me laisse pas respecter mon process. D'où l'importance de cette question. Donc, quelques questions que je vous invite à poser si la personne vous y autorise tout de suite. C'est pourquoi vous souhaitez intégrer un nouveau membre dans votre équipe aujourd'hui? Quelles sont les compétences les plus importantes pour vous pour ce poste? Et encore une fois, technique des liens. Et quelles sont les qualités qui sont les plus importantes chez les membres de votre équipe aujourd'hui? Donc là aussi, pareil, technique des liens. Et j'anticipe, je ne sais pas si j'en parle dans la slide suivante, mais ça me vient tout de suite. Il m'est arrivé, dans le cadre de ma formation, d'échanger avec les gens. Les gens ils me disaient oui, quand la personne elle me dit que voilà, elle cherche quelqu'un qui a le sens du travail d'équipe, et juste après, je lui dis effectivement, moi j'ai le sens du travail d'équipe, ou j'ai le sens de l'équipe. C'est-à-dire que c'était très déclaratif. C'est bien sûr, alors moi j'ai vraiment l'équipe, c'est très important pour moi. Non, là vous allez perdre en crédibilité. Le déclaratif, vous savez, ça va pas le faire. Si vous voulez vraiment être crédible dans la démonstration de vos qualités, en entretien, moi, ce que j'ai tendance à vous recommander, c'est de raconter une anecdote. J'ai travaillé chez Intel, on était X membres dans l'équipe et la mission a duré tant de temps et voilà ce qu'ont dit mes collègues sur moi. Et d'ailleurs, je pouvais vous mettre en relation avec certains de mes anciens collègues qui pourront attester de ce que je vous dis. Vous voyez, c'est beaucoup plus crédible que « Ah, mais moi, j'ai le sens de l'équipe, vous n'avez pas idée ». Non, les gens ne vont pas vous croire. 3 astuces clés pour se vendre face à un manager. Alors, la durée de vos expériences, encore une fois, ça reprend un petit peu, il y a beaucoup d'intersections avec le recruteur. Les délais tenus aussi. Les délais tenus, si vous avez tenu des délais dans des situations particulières au sein de vos entreprises, n'hésitez pas à le mettre en avant parce que les managers, ils seront très sensibles. Et alors, je vais vous raconter une petite anecdote là-dessus aussi. Enfin, c'est une technique qui est un petit peu particulière. Et d'ailleurs, je vais comment dire, je vais prévenir les gens. Je ne recommande pas de faire ça parce que là, je vais vous parler de travailler les week-ends. Et je sais que la dernière fois, à chaque fois que je parle de travailler les week-ends, je me fais assassiner de messages. C'est juste un exemple
Je ne vous dis pas de travailler les week-ends, hein, chacun est libre de son équilibre vie pro, vie perso. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'un manager, comme je vous disais au préalable, c'est quelqu'un qui pense au pire scénario. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est à le plonger, lorsque vous êtes en entretien, dans certains scénarios, et de lui dire, dans tel scénario, voici moi ce que je pourrais vous proposer comme solution. Et d'ailleurs, c'est une solution que j'ai déjà mis en place par le passé. Exemple, imaginons que nous fassions une mise en production ou que nous ayons on se rend compte d'une grosse erreur un vendredi soir en production, les clients n'arrivent plus à se connecter, on perd de l'argent, l'entreprise perd de l'argent, etc. Moi, je prends cet exemple très personnellement, je n'ai pas de femme, pas d'enfant. Ma copine m'a quitté justement parce que je travaillais trop. Donc, à ce titre-là, si vous avez besoin de quelqu'un en urgence, ben, vous me passez un coup de fil. Et alors, évidemment, ça sera facturé. Hein, je ne vais pas faire ça bénévolement. Mais moi, je serai prêt à, au pied levé, me connecter et travailler et résoudre le problème et essayer de vous aider à trouver une solution. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de projeter le manager dans un scénario auquel lui a probablement pensé, ou peut-être c'est une de ses hantises, et lui dire, voilà, ben, à ce moment-là, vous pouvez compter sur moi dans tel scénario. Et d'ailleurs, là, si vous voulez accroître votre crédibilité, chez tel client, ça s'est passé comme ça, on a eu des petits soucis, il fallait tenir des délais parce que voilà, il y avait une problématique de levée de fonds, il y avait une problématique de satisfaire les investisseurs ou l'équipe de management, etc., etc. Deuxième point, la technique des liens. Mettez l'accent cette fois-ci sur l'aspect organisationnel et la taille de l'équipe, puisque le manager, lui, il va être amené à gérer. Donc, si par exemple, vous êtes amené à travailler dans des entreprises qui utilisent les méthodes agiles, par exemple, ben, mettez-le en avant. Voilà, j'ai travaillé chez telle entreprise, voilà, c'était des grosses équipes, surtout si c'est des grosses équipes. Vous avez travaillé dans un grand groupe au préalable, vous cherchez une mission dans un grand groupe, ben, dites-le, j'ai travaillé, on était X dans l'équipe, voici, donc j'ai l'habitude d'aller chercher l'information à droite à gauche et à interagir dans des grands groupes, dans des contextes de grands groupes. On a mis en place des méthodes agiles, voici les rituels qu'on avait mis en place, etc., etc. Et évidemment, encore une fois, les références. Dites-vous bien une chose, c'est qu'en face de vous, imaginez le pire scénario. Cette personne-là est complètement paranoïaque. Comment est-ce que je fais pour la rassurer? Même si vous n'avez pas quelqu'un de paranoïaque en face de vous, ce qui est, je pense, dans l'écrasante majorité des cas, eh bien, le fait de le faire, vous allez gagner énormément de points. Encore une fois, c'est le curseur de la confiance. Maintenant, les responsables techniques et métiers. Qu'est-ce que je mets derrière ce poste-là? C'est les gens qui, en règle générale, vont vous tester techniquement. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous êtes par exemple product owner, business analyst, ce sont les gens qui vont vous dire, OK, tel ticket sur Jira, comment est-ce que tu vas le rédiger? Quel est le langage, quelle est la méthodologie que tu vas utiliser? Si je te mets dans tel scénario, par exemple, dans ton quotidien, comment est-ce que tu résous tel problème? Ou pour un développeur plutôt, ben voilà, tel écran, quelle est l'architecture que tu vas utiliser? Ou si je te pose telle question technique, comment est-ce que tu vas l'aborder, etc., etc. Donc, c'est les gens qui vont juger vraiment de votre compétence, de votre hard skills. Donc, pour comprendre leur posture, ben, j'ai déjà anticipé sur la slide. Donc, c'est ceux qui évaluent vos compétences techniques, ceux qui identifient aussi si vous êtes compatible avec l'équipe. Ils vont juger aussi de vos personnalités et se dire, OK, est-ce que cette personne-là, elle a sa place dans l'équipe, est-ce qu'elle va bien s'intégrer, etc. Et aussi, est-ce qu'ils vont être attentifs à votre savoir-être et votre savoir-vivre? Parce qu'ils vont se dire, OK, est-ce que cette personne-là, j'ai envie, et je vais travailler avec elle au quotidien, elle sera peut-être à côté de moi dans le bureau, est-ce que j'ai envie d'avoir cette personne-là à côté de moi dans le bureau, en fait? Si vous êtes en plein entretien et que vous mâchez un chewing-gum la bouche ouverte, la personne, elle va s'imaginer consciemment ou inconsciemment vous en train de mâcher un chewing-gum tous les jours la bouche ouverte à côté, et elle va se dire, mais jamais de la vie, je veux cette personne-là avec moi, même si vous êtes la personne la plus compétente du monde. Donc voilà, donc soyez très sensibles là-dessus, et en règle générale aussi, d'expérience, les gens qui vont vous qualifier sur vos compétences techniques, ce sont généralement vos futurs collègues. Alors, voici quelques petites astuces que je vous propose là-dessus. C'est lorsque vous êtes face à un interlocuteur, un responsable technique ou métier, c'est de s'intéresser à eux. C'est de leur poser des questions sur leur vision, sur leur méthode de travail, sur leur processus, sur leur façon de voir les choses, etc., etc.
Et d'ailleurs, petit tips que je n'ai pas mis dans les slides, mais que je vous donne parce que je me sens généreux aujourd'hui, c'est, imaginons, vous êtes face à je vais prendre le cas d'un responsable technique, et ils vous partagent voilà, leur manière de faire au sein de l'entreprise. L'une des questions que vous pouvez poser, et que je vous invite à poser systématiquement, c'est de dire, OK, si on travaille ensemble et que je souhaite être le plus productif possible dès le début de la mission, quels sont les articles, les conférences, peut-être même les formations, les livres que je devrais lire pour être mieux préparé à mon début de mission, à ma mission chez vous. Et vous allez voir, vous allez gagner des points aussi parce que la personne se dit, OK, cette personne-là, elle est proactive, et deux, elle va chercher à se dire, OK, à se projeter dans la mission, à dire comment est-ce que je pourrais être plus compétente. Et il faut savoir aussi une chose, c'est qu'en entretien, on n'est pas jugé uniquement dans l'absolu de nos compétences, on est jugé relativement à tous les autres. Parce qu'on est en concurrent. Dites-vous une chose, c'est que vous n'êtes pas le seul qu'on va interviewer pour ce poste-là. Vous êtes en concurrence avec d'autres personnes. Donc, vous ne devez pas être juste bon, vous devez être meilleur que tous les autres. Et le fait de poser une question que tous les autres ne vont pas poser et qui va vous faire gagner des points, par exemple, là, sur le curseur de la compétence ou même du partenariat, je dirais, eh bien, ça va vous permettre de vous démarquer et donc d'être, in fine, la personne choisie. Si vous avez fait des contributions particulières auprès de la communauté à laquelle appartient la personne en face de vous, parce que vous avez animé des conférences, vous avez un podcast, etc., mettez-le subtilement en avant, mais mettez-le en avant parce que vous allez gagner des points, vous allez apparaître comme une personne généreuse qui participe, qui contribue. Et généralement, ce sont des gens qu'on apprécie d'avoir au sein de son équipe. Et j'irai même plus loin, plus subtilement. Si, par exemple, vous avez un podcast où vous avez donné des cours à droite ailleurs, par exemple sur Udemy, j'ai le cas d'un participant de l'information qui a donné des cours sur Udemy qui en parlait, précisez-le, parce que, vous passez pour une personne un peu plus généreuse et qui est proactive et qui développe des choses et qui va être du coup intéressante avec laquelle peut-être plus intéressante qu'une personne qui ne le fait pas. Et aussi, si la personne a pour ambition, elle aussi, de créer un cours sur Udemy, de lancer un podcast, etc., elle va se dire, punaise, si on l'a dans l'équipe, moi aussi, assez égoïstement, je vais pouvoir lui poser toutes les questions que j'aimerais lui poser par rapport à mes projets perso. Donc là aussi, ça va vous faire gagner des points. Et enfin, la dernière astuce que je vous recommande, et c'est la plus importante de toutes, c'est le fait d'être humble. Le pire scénario pour un responsable technique ou métier, c'est d'avoir une personne dans son équipe qui arrive et qui, dès le premier jour, veut tout régenter. Ah non, vous faites ça comme ça. Ah, mais c'est vraiment pas bien votre méthodologie. Ah, ça, vous avez codé le code ainsi. Mais oh non, mais c'est n'importe quoi, c'est vraiment pas propre. Pourquoi est-ce que vous faites ainsi? Ah non, mais vous faites tous n'importe quoi, etc. Ça, c'est la pire hantise des gens qui vont vous juger sur vos compétences techniques et métiers. Donc, ils vont être très attentifs au fait que vous soyez humble ou pas. Parce que quelque part, si je suis humble, ça veut dire que je suis à l'écoute. Voici, on vous pose une question technique, par exemple. Comment est-ce que tu ferais pour résoudre tel problème? Ben, écoutez, moi, la méthodologie, en règle générale, que j'ai adoptée dans mes expériences passées, c'est de faire 1, 2, 3. Qu'en pensez-vous? Ah, ok, tu faisais 1, 2, 3, mais chez nous, on fait plutôt 4, 5, 6. Ah oui, vous faites 4, 5, 6? Vous pouvez m'en dire plus? Ah, intéressant. Écoutez, vous savez, moi, dans tous les cas, si je suis amené à travailler avec vous, je n'aurai certainement pas la prétention de vouloir, dès le premier jour en plus, forcer et vous imposer mes méthodes. C'est à moi à vous intégrer à vos pratiques et pas l'inverse. Moi, je suis là avant tout pour vous servir. Vous voyez, ce genre de petite phrase clé va démontrer que vous êtes humble et que vous allez être quelqu'un de... Ben, vous allez être facile en fait. Enfin, ce ne sera pas compliqué, ce ne sera pas dur de travailler avec vous, ça ne va pas demander de l'énergie. Je suis sûr que vous avez déjà eu des collègues par le passé, il fallait les convaincre pour tout, il fallait leur expliquer le pourquoi, du comment, etc. Ça demande de l'énergie, ça ne va pas vite, ça ralentit les processus. On parle souvent, les Américains ils disent, vous êtes coachable, vous êtes à l'écoute, vous êtes là, ok, vous testez, etc. Des petits éléments de langage qui peuvent vous trahir si vous n'êtes pas une personne humble, c'est les jugements de valeur que je vous invite à radier de votre langage, surtout en entretien, c'est le il faut pas dans l'absolu. C'est bien, c'est pas bien. Je vous invite à les enlever de votre langage et plutôt dire je pense, ma vision, c'est plutôt telle chose, etc., etc. Donc démontrer quelque part que vous n'êtes pas
rigide, mais que vous avez une certaine souplesse et que vous êtes ouvert à la critique. Et d'ailleurs, si les gens vous critiquent, et moi, pour avoir fait passer pour avoir eu la posture de responsable technique, parfois même, je vais dire quelque chose où je vais challenger la personne, même si je sais qu'elle a raison, pour voir justement la posture qu'elle va adopter, même si elle a raison. Donc, j'ai été aussi dans d'autres scénarios où j'ai été challengé là-dessus, où on va vous tester juste pour voir la manière, pour juger plus sur vos soft skills que sur vos hard skills, pardon, je vais y arriver. Donc, on va vous poser des questions pièges, donc soyez attentifs à ça. Et ça conclut ma présentation qui a pas mal duré, mine de rien. Non, mais c'est hyper important, en fait, tout ce que tu nous as donné comme info, Lilian, et en fait, c'est clé et c'est pas grave si on déborde un petit peu. On a beaucoup de questions, on a eu beaucoup d'échanges là dans le chat, donc on va commencer à y répondre au fil de l'eau. On avait une remarque de Caroline. Je reprends bien les éléments et je vais te laisser, si tu veux, Charlie, le plaisir de répondre à ses interrogations. Elle disait qu'elle était un petit peu déstabilisée sur le fait qu'elle avait l'impression que les conseils qu'on donnait étaient plus pour un entretien d'embauche. Est-ce que tu peux... Enfin, moi, j'avais potentiellement quelque chose à dire aussi, mais est-ce que tu peux peut-être donner un peu plus d'informations Ah ou oui, répondre? alors, bon, déjà, effectivement, il y a une partie des conseils qui pourraient tout à fait s'appliquer dans des entretiens d'embauche, hein, et C'est d'ailleurs, ça. là, on donne des techniques, effectivement, de conduite, notamment d'entretien, pour que ça se passe du mieux possible. En fait, je pense qu'il y a certains mots qu'on peut switcher par d'autres. Par exemple, recruteur, ça peut être commercial d'une entreprise qui va d'une entreprise d'une ESN ou d'une plateforme ou d'un intermédiaire qui peut vous proposer des missions. Donc, en fait, il faut le remettre dans le contexte. Et effectivement, il y a tellement de contextes différents que c'est difficile d'utiliser des mots qui soient forcément adaptés à chacune des situations propres que vous êtes amené à vivre. L'idée, c'est de vous donner un maximum, une palette de conseils que vous pouvez mobiliser en fonction des uns des autres. Je vois que Caroline nous disait aussi qu'elle n'était pas forcément intégrée à une équipe. On a de la même façon, on a des profils de freelance et des typologies d'entreprises qui sont différentes. Parfois, on a des gens qui sont en full remote, qui travaillent sur un périmètre extrêmement bien défini, qui travaillent seuls. C'est quand même pas forcément la majorité, de moins en moins, puisqu'on est souvent amené, même pour produire ses propres livrables, à devoir interagir avec d'autres, ne serait-ce que pour comprendre les informations, comprendre le besoin. Et donc, c'est vrai que ce modèle a été calé aussi en fonction de consultants freelance qui sont souvent en régie et assez peu au forfait, puisqu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup plus d'entreprises qui font appel à des consultants en régie, c'est-à-dire pour compléter leurs équipes en mode temps passé et pas uniquement en mode livrable forfaitaire avec un début et une fin. Donc voilà, donc je pense que c'est important de peut-être amener cette pression. Je ne sais pas si ça répond Si, complètement complètement. à la question de Caroline et de Florence également. Mais voilà, je pense que c'est important de faire cette précision. C'est ça. Et en fait, ce sont des techniques qui sont proches, qui sont valables pour n'importe quel interlocuteur avec qui vous pourriez discuter. En fait, c'est vraiment des interlocuteurs qui ont plus ou moins différentes casquettes. Je vous mets la question que on nous a posée tout à l'heure aussi. Ouais, je t'en Bruno, prie, du coup, Charles. j'en profite parce que, aussi par association d'idées, je vois que voilà, Florence disait que la présentation semblait plutôt à des profils en début de carrière. En fait, ces techniques, elles sont tout à fait valables aussi avec des top décideurs. Enfin, voilà, nous, on fait beaucoup Complètement. de missions de management de transition, donc où les entretiens se déroulent avec parfois le PDG ou le CODIR ou le COMEX. Et ces techniques, elles fonctionnent parfaitement aussi avec ces interlocuteurs-là parce qu'effectivement, créer du lien, la preuve sociale, proactivement proposer des références, toutes ces techniques-là sont complètement déclinables. Et en fait, là, on est presque en train de parler de hack. On a fait une conférence sur les neurosciences. Il y a beaucoup de choses qui se rapprochaient un petit peu des neurosciences. Et en fait, en réalité, c'est juste comment bien interagir avec des interlocuteurs, quel que soit leur niveau, quel que soit leur contexte, pour convaincre. En fait, si on devait résumer ce webinaire, ce serait comment convaincre le plus possible vos interlocuteurs pour justement pouvoir mieux vous vendre et donc décrocher des missions qui vous seraient proposées. C'est ça. Et je vous ai mis, je vous ai fait popper sur l'écran une des questions qu'on a eues tout à l'heure sur, pour ma part, je suis plus dans une logique de vente, je cherche davantage des clients que des employeurs. En fait, c'est le mot client et employeur dans le cadre des tips qu'on a donnés sont exactement le même, en fait. C'est-à-dire, ce sont des interlocuteurs avec qui vous allez collaborer, avec qui, du coup, l'idée, c'est
se présenter le mieux possible et de pouvoir justifier au maximum, d'être concret. Et ça reprend tous les éléments que Lilian vous a donnés. Mais c'était plus un mot de vocabulaire qu'autre chose. Et d'ailleurs, Bruno, pour continuer sur ce sujet, parce que c'est vrai qu'il est intéressant, nous, donc, on fait à la fois du recrutement CDI et de la mise en relation entre des freelances et des entreprises. Et de plus en plus, ce qu'on constate, c'est que le contrat de travail, ça devient une modalité. Donc, en fait, qu'on soit freelance, alors, quand je dis modalité, c'est une modalité évidemment déterminante, très importante, mais je veux dire, c'est un des sujets de négociation. C'est-à-dire que ce qui était impossible avant, mais maintenant devient possible, c'est que parfois, il y a des entreprises qui cherchent un freelance et vont finir par recruter quelqu'un, ou l'inverse. L'idée, c'est de trouver les talents là où ils sont, d'avoir les bonnes expertises au bon moment. Et donc, ça maintenant, ça se discute. Ça fait partie du périmètre de la discussion. C'est ça. Alors, je vais vous remettre aussi 3 autres questions. Et donc, je vous la lis. C'est les recruteurs sont a priori dans le département RH. Dans le cadre d'indépendants, est-ce que ce sont nos interlocuteurs? Alors, je vais la prendre celle-ci. Quand je parle recruteur, je parle effectivement d'intermédiaires, de dirigeants de SN, de commerciaux. J'englobe vraiment dans ce périmètre, sous ce mot-là, de toutes les personnes qui vont faire, la qualification la préqualification de votre profil, ou deux, l'intermédiation entre le client et vous. Donc, je ne parle pas que du département RH de l'entreprise. Et du coup, pour compléter sur le département RH, puisque voilà, nous, on est amené à travailler avec beaucoup de grandes entreprises, malheureusement, ce sont les grands absents aujourd'hui. Alors, il y a des Chief Freelance Officers qui commencent un petit peu à voir le jour, mais malheureusement, aujourd'hui, le recours au freelancing, c'est plutôt de ressort du département des achats. Donc nous, on se bat un petit peu contre ça d'ailleurs, mais voilà, aujourd'hui, les RH sont un peu absents de cette. Ils ont beaucoup d'autres sujets liés au télétravail, au Covid, etc. Mais dans d'autres pays où voilà, on a une partie aussi à l'étranger, dans d'autres pays plus matures, des marchés plus matures, effectivement, on travaille avec des ressources humaines, ce qui n'est pas vraiment pas le cas en France. J'ai une autre question, je vous la lis. Pour moi, le problème, c'est que dans 90% des cas, les clients grands comptes ne gèrent pas pas les négos en direct avec le freelance, mais avec le commercial d'une société d'intermédiaire référencée. Autrement dit, je n'ai pas mon mot à dire dans la négo du TJM. Alors ça, c'est une réalité, c'est quand même la vérité, il faut le dire. Aujourd'hui, les grands groupes, ils délèguent à des ESN, intermédiaires, plateformes, cette contractualisation pour plein de raisons. Et d'ailleurs, on a un épisode de podcast, on a fait un podcast qui s'appelle Be Connected avec une directrice achat qui nous explique pourquoi elle a décidé de ne plus travailler en direct avec des freelances. Alors après, on peut être d'accord ou pas sur le fond, mais c'est assez intéressant et je vous invite à l'écouter. En gros, là aussi, c'est une gestion de risque. Je suis un très grand groupe, comment je travaille avec des plus petites entreprises, comment je gère mes risques. Mes contrats, ils sont validés par le département juridique, ils font 30 pages. Je ne peux pas imposer ça à un freelance. Donc, il y a tout un tas de questions. Il y a des délais de paiement qui ne sont pas compatibles aussi avec le fait de travailler avec des freelances. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il y a un certain nombre de sociétés, bigger ou d'autres, qui essayent de justement mettre un peu d'huile dans les rouages. Effectivement, donc du coup, ça veut dire que c'est une négociation qui est un peu tripartite, puisqu'il y a le client, il y a la société, et puis il y a le freelance, puisque souvent ces sociétés, elles se rémunèrent sous forme d'une commission de façon assez régulière. Donc, ce qui est important, je pense, quand on est freelance, il y a 2 choses qui sont importantes. La première, c'est évidemment de fixer son tarif indépendamment de la marge ou de la commission qui est perçue par l'intermédiaire, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je veux gagner et à combien je juge que la valeur que je vais apporter elle est monétisable, et ce que je pense que je vaux. Après, c'est le problème de quelque part de la société de faire en sorte que l'équation économique soit compatible ou pas. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand même évidemment s'assurer que, et ça, parfois, ça peut être compliqué avec des modèles opaques. Donc, nous, on a fait le choix d'une rémunération qui est connue, visible, standard. Elle est affichée sur notre site, elle ne bouge pas. Mais de s'assurer qu'effectivement, la rémunération qui est perçue par l'intermédiaire est aussi relative à la valeur que l'intermédiaire va vous apporter et apporter au client. Parce qu'effectivement, il faut que ce soit que juste en termes de grandes proportions, ce soit effectivement valide par rapport à la valeur de chacun. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça que je repop cette question-là, qui était pour Charlie ou Lilian. Que pensez-vous des marges et des markups des intermédiaires? Le sujet revient souvent du côté des consultants. Alors moi, évidemment, je vais avoir un biais puisque nous, c'est notre modèle d'affaires, on travaille avec des commissions. Moi, je pense qu'il y a différents types de commissions, différents types de modèles. Ce qui, encore une fois, est important, c'est de valider la valeur que vous allez percevoir avec l'entreprise avec laquelle vous travaillez. C'est-à-dire que, je ne donne pas de nom, mais peut-être que 10% pour être affiché sur un site
où il n'y a aucun accompagnement, c'est hyper cher, comme 20% si vous avez un super accompagnement, quelqu'un qui suit l'émission, qui vous aide à la trouver, qui va vous accompagner s'il y a un problème, voire qui va vous trouver d'autres missions proactivement quand il va savoir que vous arrivez sur une fin de mission, ça les vaut. Donc, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse absolue. Aujourd'hui, les commissions qu'on voit, elles sont souvent comprises entre 15 et 25%, ça dépend. À vous de vous faire une idée de ce que vous trouvez juste, évidemment, en fonction de votre expertise, de la difficulté que vous avez ou pas à trouver des missions. Il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Et surtout de la valeur vraiment que vous allez percevoir des interlocuteurs et de la société avec laquelle vous allez contractualiser, travailler. Je donne un dernier exemple. Typiquement, chez Bigger, nous, on a décidé, donc nous, on fait partie plutôt des chers, hein, je n'ai pas de problème à le dire, mais par exemple, on préfinance toutes les missions. Donc, ce n'est pas comme d'autres où il y a des conditions, etc. Nous, toutes les missions, systématiquement, tous les freelances sont payés comptant. Voilà. Donc ça, c'est un choix qu'on a fait parce qu'on juge que effectivement aujourd'hui, c'est un des grands problèmes pour les freelances de travailler avec des grands groupes. Et donc, nous, voilà, on fait cet effort de trésorerie de payer les freelances avant que nous-mêmes, on soit payés par les clients. Et j'ajoute un petit point avec encore moins de biais, c'est que on parle souvent des intermédiaires comme quelque chose un peu de péjoratif. En tout cas, dans les questions, parfois, c'est des choses qui peuvent arriver. En fait, il faut aller creuser quel est, comme tu l'as dit, Charlie, l'intermédiaire. Et il y a vraiment des façons de voir dans les échanges que vous pouvez avoir, dans le temps que vous passez, dans les formations qui sont proposées, dans les services complémentaires qui sont proposés. C'est ça qui vous permettra de faire le tri. Et franchement, il y a vraiment des tris à faire. Et pour le coup, Oui, du non, mais coup, c'est voilà, un domaine où il y a de tout. Nous, on a des c'est ça. freelances avec lesquels on travaille depuis 5 ans. Toutes leurs missions sont passées par nous dans différents environnements, dans différentes entreprises. On les a aidés à se développer leurs compétences. Donc, en fait, cette logique de partenariat dont parlait Lilian, je pense qu'elle est essentielle et que vous avez peut-être intérêt à travailler avec un petit nombre de personnes. Je parle presque de personnes plus que même de sociétés avec qui vous vous sentez en confiance, avec qui vous construisez cette relation de confiance pour pouvoir aussi justement trouver des missions qui vous correspondent et travailler avec des gens qui vous connaissent et qui connaissent votre profil. Exactement. On a deux. Alors, Ouais. pardon Bruno, j'aimerais rebondir par rapport à la question sur la négociation. Une question que je vous invite à poser à vos intermédiaires. Comment pourrait-on justifier d'une augmentation de mon taux journalier actuel? Question à poser, et vous allez voir que parfois, dans les grands groupes, il y a des tranches de taux journaliers qui sont prédéterminées en fonction des responsabilités que vous allez avoir. Et si vous montez de responsabilité, eh ben, ça va pouvoir justifier une augmentation du taux journalier vendu et donc de votre taux journalier pour vous. Donc, peut-être que lorsque vous allez rentrer, la négociation va être ardue, mais une fois que vous êtes dans la mission et vous montez en compétence et surtout en responsabilité, une augmentation peut être justifiée à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à poser cette question-là à votre intermédiaire qui, lui, normalement, a les clés parce qu'il connaît, parce qu'il a la relation avec le client final sur les tarifs qui sont pratiqués. Et à ce titre-là, va pouvoir vous dire, OK, on va mettre en place une stratégie tous les deux, on va discuter avec le client, dire, OK, tu montes en responsabilité et derrière, on justifie ton augmentation de par la montée en responsabilité dont tu viens que tu viens de prendre. Et c'est ça la relation partenariale, de faire ensemble et pas contre. Il faut faire ensemble, c'est ça qui fonctionne. Et d'ailleurs, ça aussi, pour savoir si vous êtes avec un bon intermédiaire ou commercial, si la personne elle est transparente, par exemple, sur le nombre de profils qui sont envoyés, vos forces et vos faiblesses par rapport aux autres profils, votre niveau de facturation par rapport aux autres profils, nous, c'est des éléments qu'on donne assez facilement. Il suffit de poser la question et ça vous permet aussi de rebenchmarker, de vous dire, OK, est-ce que je suis à quel point je veux cette mission? Est-ce que je négocie pas? Enfin, voilà, c'est des éléments que normalement, vous êtes en droit aussi de demander. Après, voilà, vous aurez une réponse ou pas. Mais moi, je vous invite à le demander. Je pense que c'est important que, justement, les sociétés fassent aussi cet effort-là de transparence parce que c'est comme ça qu'on construit la confiance et qu'on maximise les chances de chacun. C'est ça. Je cadre les dernières questions pour qu'on essaie de pas trop déborder. La question que j'avais popée là, ce qui est comment prouver que l'on donne le contact d'un ancien client qui sera objectif à notre sujet. Comment prouver que l'on donne le contact d'un ancien client qui sera objectif à notre sujet? Est-ce que, Lilian, tu veux y répondre? J'ai une technique un peu interdite, mais vous demandez à un de vos amis d'appeler le contact et de se faire passer pour un client et de lui poser des questions. Et vous verrez. Moi, je suis obligé de dire que c'est interdit, effectivement. Mais voilà, après, ça se fait. Après, je pense que si vous avez bien contextualisé l'objet de la mission et que justement, elle est très cohérente avec ce que vous cherchez à faire, en fait, vous n'avez même pas besoin d'expliquer pourquoi c'est la bonne référence. Voilà, si le contexte est proche,
Il faut juste tourner les choses pour mettre en valeur ce qui est similaire plutôt que ce qui est différent. Et comme ça va donner à votre interlocuteur l'envie de prendre cette référence-là. Dernière question que je vous pop, je vous la lis. Bonjour, je compte me lancer en freelance après plusieurs années en tant que salarié. Comment gérer au mieux le grand saut au niveau de la disponibilité, car souvent les recruteurs demandent une dispo immédiate et dès que l'on parle de préavis, ça les repousse. Alors nous, clairement, 95% des missions qu'on nous demande pour lesquelles on nous demande de trouver effectivement des talents, c'est des missions tout de suite, voire potentiellement la veille. Donc il y a une prise de risque à un moment donné quand on passe du salariat au freelancing qu'on peut amortir d'autres façons, par exemple avec les aides type ACRE, ARS si on est demandeur d'emploi, avec un business plan qui peut-être fait en sorte qu'on ait une petite trésorerie de départ. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation où en fonction des métiers, il y a une forte demande toujours. Et donc, généralement, on ne reste pas très longtemps sur le marché, mais effectivement, c'est difficile de chercher si on est encore en contrat en CDI pour une mission parce que toutes les missions sont quasiment pour tout de suite. Ou alors, on rentre dans des logiques d'appel d'offres ou à l'inverse, ça peut prendre beaucoup de temps. Et donc, c'est vrai que ce sujet-là, il est toujours un petit peu complexe. Et donc, souvent, il faut quand même sauter le pas en se back-upant d'une autre façon que sur la disponibilité. C'est ça, mais on a la chance d'avoir beaucoup de dispositifs qui existent, donc il faut les utiliser. Ouais. Ouais, pardon, Lilian. Je vais faire moi aussi ma petite promo. Allez sur lilianalvarez.com/newsletter et je vous partage plein de techniques justement pour trouver des clients et vous lancer en sécurité, on va dire. Et sereinement. On arrive à la fin. Je vais vous proposer de suivre également Bigger sur les réseaux sociaux. Le plus simple, c'est de vous inscrire à la petite cloche de la page LinkedIn, ce qui vous permettra de rester en contact et de connaître tous les futurs événements qui seront lancés. On en a plusieurs et encore merci à Paola et à Karine pour l'organisation un peu au back-office encore aujourd'hui. Elles sont là pour nous aider tout au fil de l'année à organiser ces événements. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse mail webinar@bigger.com. Si vous avez des questions, des retours à nous faire, si vous avez des choses à nous dire pour nous permettre de nous améliorer, on sera vraiment très preneurs. Et la newsletter a été envoyée aujourd'hui, je l'ai reçue tout à l'heure, je vais aller la lire de Bigger. Donc inscrivez-vous aussi sur le site de Bigger. Vous pouvez compléter votre profil. Vous avez la possibilité, Bigger pourront vous apporter d'autres conseils si vous vous lancez comme Faté en freelance dans les semaines à venir. N'hésitez pas. Et merci Lilian encore aujourd'hui pour ton temps. On a débordé un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà, il n'y a pas de règles forcément chez nous. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis, à bientôt. Merci. Voilà. Ouais, merci Bruno. Merci beaucoup. Lilian, merci tout le monde d'avoir été présent. À bientôt. De rien. À bientôt.